lors du jour, on va discuter des enjeux, donc des enjeux rencontrés autour de la personnalisation. Ces enjeux, on les a simplifiés en 3 grandes problématiques. La première liée à l'acquisition, la deuxième liée à la transformation, et la troisième liée à la fidélisation. On verra qu'on ne fait pas appel au même levier, on ne fait pas appel aux mêmes canaux, et on ne fait pas non plus appel aux mêmes, ce qu'on appelle des triggers, alors aux mêmes manières de personnaliser des pages ou des contenus. Au niveau des enjeux rencontrés, on a 5 qui sont présentés ici. Je pense que la majorité vous parle. Bien sûr, le tout premier, le plus connu, augmenter le taux de conversion. Le deuxième, qui me paraît à mon avis le plus essentiel, améliorer l'expérience utilisateur aussi bien sur vos sites web que sur vos apps. C'est vraiment ça aujourd'hui qui permet de faire la différence et de pas s'axer, je dirais, toujours que sur le prix. Booster la rentabilité du budget d'acquisition. Pareil, on vous montrera pas mal de use cases sur comment on peut aider via la personnalisation à optimiser les budgets d'acquisition qui sont pour la majorité d'entre vous en général le principal budget au niveau des équipes digitales. Accroître l'engagement utilisateur, faire que la personne revienne régulièrement et rendre, je dirais, vraiment dans une logique de clients fidèles qui font partie des plus rentables. Et bien sûr, créer une expérience omnicanale grâce à une donnée unifiée. Les quelques bénéfices et pourquoi en fait on fait ce webinaire ensemble aujourd'hui, comme Underact et avec Esti. Il y a vraiment une connexion forte, donc il faut savoir qu'il y a une connexion native entre nos deux plateformes. Le premier objectif, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'ultra personnalisation. Aller sur des segments d'audience qui vont regrouper aussi bien de la donnée chaude que de la donnée froide, aussi bien de la donnée online que de la donnée offline. Donc c'est vraiment un élément clé pour aller vraiment très très loin dans la personnalisation avec une granularité qui est très forte. Qui est proposé par Commander-Act. Démarche marketing 360. On en parlait encore une fois, la personnalisation touche les différents enjeux que vous avez, que ce soit l'acquisition, la transfo et la fidélisation. Et donc, lorsqu'on parle de fidélisation, on parle souvent de Customer Lifetime Value. Combien finalement peut vous rapporter votre client sur la durée. Et donc, pareil, on essaiera de se pencher un peu plus sur quelques chiffres marchés, quelques use cases qui vous donnent des exemples sur quels sont les clients les plus fidèles et donc les plus rentables pour vous. Alors, le premier type que l'on va donner, le premier conseil, c'est d'utiliser plus de sources de données pour personnaliser la navigation. Quand on parle de sources de données, on va souvent faire appel à ce que l'on peut capter au cours de la visite. Donc, ce qui correspond à ce que le visiteur fait sur le site. Des choses que l'on va capter via ce qu'on appelle un data layer. Donc, ça, c'est du tag management. C'est tout ce qui concerne le site sur lequel est le visiteur, la langue qu'il utilise, la page sur laquelle il est, le produit qu'il regarde, quel est le produit, le prix, la description, la couleur, bref, tous ces éléments peuvent faire partie de leviers de personnalisation. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu et trop souvent encore, on s'arrête à ce niveau-là, c'est-à-dire uniquement à capter de l'information sur ce que fait le visiteur pour interagir avec lui et personnaliser son expérience client. On va ouvrir 2 autres portes. La deuxième, c'est celle des cookies. Donc là, on va piocher dans ce qu'on appelle des attributs de session et de visiteur. Alors forcément, c'est dans la limite de la durée de vie des cookies lorsqu'il est supprimé par un visiteur. Mais ça veut dire qu'on va commencer ici à s'intéresser à ce qu'il a fait par le passé. Donc on n'est plus dans une notion de temps réel, on est dans une notion de connaissance client et d'historique. Donc là, l'enjeu, c'est d'aller piocher dans ce cookie pour aller chercher des valeurs sur ce qu'il a fait dans ses précédentes visites, ce qu'il a fait dans ses précédentes sessions, ce qu'il a regardé, les produits qu'il a regardés, et commencer à utiliser ces leviers-là pour personnaliser la navigation. On va faire un exemple assez concret derrière sur de la préservation de marge commerciale pour les sites e-commerce. Le troisième levier pour lequel, enfin, la troisième source de données pour lesquelles on peut capter de la donnée, ça va être l'attribut utilisateur. Donc ça vient soit d'une plateforme telle qu'une Customer Data Platform, puisque c'est ce qu'on propose chez Commanders Act, mais on n'est pas trop là pour parler des produits. Donc ça peut venir du CRM, d'autres éléments qui viennent de la connaissance client et qui sont plus liés à un profil de visiteur, à un scoring, à un historique, à des produits déjà achetés, à un niveau de risque, à un niveau de plainte. Et tous ces leviers-là, et l'attribut de page, et l'attribut de session de cookies, et l'attribut d'utilisateur, sont 3 leviers qu'on peut utiliser pour personnaliser la navigation. Ça veut aussi dire que pour AB Testi, on est capable de leur passer, en tout cas avec nos technos, mais c'est valable avec d'autres technos aussi, on est capable de leur passer ces informations en temps réel pour utiliser ces infos comme critères de personnalisation des contenus. Et souvent, les 2 derniers sont assez peu présents et pas encore assez utilisés.
La personnalisation sur AB Testy, bien sûr, il y a 3 éléments clés qui vont permettre d'aller sur la personnalisation. Le premier, c'est on parle d'expérience. Donc, pour offrir la meilleure expérience, il faut offrir le meilleur contenu. Et lorsqu'on parle de contenu, on vous met quelques exemples. Il y a bien sûr les messages qui vont être poussés, mais pas seulement. Ça peut être des produits, ça peut être des images, tout type de contenu qui va être personnalisé en fonction, je dirais, d'un maximum d'informations. Le deuxième, c'est bien sûr le segment d'audience. Et donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir en amont de votre côté. Quels sont les segments qu'on a envie d'attaquer en logique de personnalisation? Est-ce que typiquement, ça va être les prospects? Est-ce que c'est en logique d'acquisition de nouveaux clients? Est-ce que c'est plutôt justement une logique de fidélisation pour respecter l'élément qu'on va discuter juste après, la long time value, avec les clients VIP? Donc voilà, bien comprendre le segment d'audience qu'on veut attaquer lorsqu'on veut avancer sur une personnalisation. Et enfin, le trigger. Vincent le disait juste avant, il y a un nombre de triggers quasiment illimité aujourd'hui, aussi bien sur les données online que les données offline. Là, on vous met encore une fois quelques exemples. Est-ce que le trigger principal va être la géolocalisation? Est-ce que c'est parce qu'il a vu un minimum de 10 pages vues sur votre site? Ou est-ce que parce qu'il a cliqué sur un élément et qu'il quitte le site? Donc, sachez qu'en fait, tout ce qui se passe sur votre site peut être un trigger et peut être contextualisé dans une logique de personnalisation. Alors, le premier des enjeux que l'on va travailler sur la partie acquisition, alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'acquisition? D'abord parce que ça reste le levier qui coûte le plus cher en marketing. Je pense que vous saurez tous de quoi je parle. Rapport aux AdWords et au coût que peuvent avoir ces campagnes et l'ensemble des leviers d'acquisition. Un chiffre qui va vous parler, acquérir un nouveau client en moyenne marché, on estime ça à 5 fois plus, donc 5 fois plus cher que de fidéliser un client existant. Donc il y a une logique d'optimisation inhérente à l'acquisition. L'enjeu, ça va être à chaque fois qu'un visiteur vient d'une campagne, vient d'un AdWords, vient d'un levier payant, comment est-ce que je peux optimiser sa conversion et considérer différemment sa navigation de celle des autres visiteurs du site. Le premier levier qu'on va voir ensemble, on peut passer. Okay. Le premier levier qu'on va avoir ensemble, c'est comment booster les conversions, c'est-à-dire plus exactement comment créer de l'urgence. Alors, créer de l'urgence, c'est dans l'exemple qu'on a ici, le visiteur vient d'une campagne AdWords, par exemple, il a cherché une campagne avec un lien autour du discount ou de la remise. Et donc, on va jouer sur cet effet de prix avec un système de compte à rebours. Alors, c'est un grand classique du testing que de faire un compte à rebours. Je pense que vous avez tous vu ça en tant que client des différents sites web qui peuvent utiliser ces leviers-là. Ça marche très, très bien. Ce discount-là, évidemment, il peut être personnalisé. Donc, on peut adapter la durée de la promotion en fonction de son niveau de remise proposé. Et l'effet, c'est de jouer avec un compteur tel que H-2 avant la fin de l'offre, uniquement pour les visiteurs qui viennent d'une campagne précise, donc qui viennent d'un AdWords autour du discount ou du pas cher. L'enjeu ici, ça va être de créer de l'urgence et d'augmenter le taux de conversion sur tous ces visiteurs qui viennent d'une campagne et d'éviter qu'ils reviennent 2, 3, 4 fois avant de convertir en essayant d'optimiser le nombre de sessions avant conversion. Le trigger qu'on utilise là, c'est la variable discount. Un autre trigger qu'on va utiliser, non, c'est bon. Le deuxième cas de figure ici, c'est très différent. Dans le deuxième cas de figure, on est toujours sur de la conversion, mais là, on va essayer de préserver la marge commerciale. Alors, préserver la marge commerciale, ça veut dire, à l'inverse du cas qu'on vient de voir juste avant, le levier qu'on va utiliser ici, c'est justement la navigation pour identifier tous les visiteurs qui ne cherchent pas forcément la remise, le bon prix, mais qui cherchent plutôt d'autres éléments. Dans des exemples, on peut regarder lorsque les personnes ont trié les produits par nouveauté ou par prix décroissant. Si spontanément je cherche des produits par nouveauté ou par prix décroissant, c'est que je cherche soit des collections nouvelles, soit je cherche des produits plutôt haut de gamme, visiblement. Et donc dans ces deux leviers-là, on n'a pas la notion d'urgence de promotion. L'intérêt, c'est d'aller stocker dans le cookie l'information, ce visiteur-là a cherché des produits par la nouveauté, ou il a cherché plutôt des produits haut de gamme, et cette information, on va pouvoir la stocker dans son profil. Dès l'instant où on la stocke dans son profil, pour toutes les visites suivantes, on peut utiliser cette information de navigation pour adapter le trigger. Donc s'il recherche des prix croissants
donc plutôt de la promo, on va proposer le compte à rebours qu'on a vu juste avant. S'il recherche de la nouveauté, on va jouer par exemple sur un effet de stock. Donc ça ne sera pas la remise avec un H-2 avant la fin de la promotion, mais ça sera un système de il ne reste que 3 produits en stock. Voilà. Alors évidemment, on joue un petit peu sur les stocks marketing, mais c'est un des moyens de créer un niveau d'urgence et de préserver la marge commerciale. Ce qui veut aussi dire que ceux qui sont exposés à la nouveauté et au prix décroissant n'auront pas la remise ou ne verront pas les bons de réduction s'afficher sur le site. Et donc l'intérêt, ça va être de limiter le scope de visiteurs aptes à utiliser une promotion. Quand on veut voir est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, on peut prendre un groupe témoin et regarder le taux de conversion moyen sur ces deux leviers-là. Dernier exemple ici, troisième de la partie acquisition, c'est le fait d'aller faire un focus sur l'intérêt d'un visiteur et de suivre à travers toute la navigation sur le même sujet d'intérêt. L'exemple ici, lorsqu'un visiteur sur Mister Auto vient d'une campagne qui est un AdWord autour de la livraison gratuite, puisque c'est la livraison gratuite qu'il est recherché dans son mot-clé, on sait que c'est ça qui va l'intéresser. Donc, il a cherché des pièces automobiles avec livraison gratuite. Et bien, cette campagne-là, quand on arrive sur le site, on voit bien la livraison gratuite qui s'affiche. Le bon livraison gratuite le suit sur la page produit. Et on va également retrouver le bon livraison gratuite toujours sur la page panier. Donc, on a cet effet de rappel de la raison pour laquelle il est venu sur le site. Et on va rappeler cette étape à chacun des éléments, enfin, chacune des étapes de la navigation, depuis la homepage jusqu'à la page panier, avec un message de rappel. Bien évidemment, s'il vient d'un autre AdWord que la livraison gratuite et qui vient avec un autre levier, on pourra adapter cette bannière et la personnaliser à chaque fois pour chacune des thématiques, on va dire, devenues sur le site. La livraison gratuite en est une, mais on peut en avoir autant qu'on a de visiteurs. Deuxième partie, la transformation. On va redémarrer comme on l'a fait tout à l'heure avec 3 chiffres clés, des chiffres qui pour certains peut-être vous connaissez. Le premier est quand même assez important, hein, 91% des clients n'effectueront pas d'achat si l'expérience client est mauvaise. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'expérience client. 78% ont déjà abandonné parce que justement l'expérience client est mauvaise. Typiquement, encore une fois, des choses assez simples, mais qu'on retrouve malgré tout sur pas mal de sites encore. Des frais de livraison qui sont pas bien présentés, des méthodes de paiement qui sont pas toujours claires, ou alors il manque des méthodes de paiement. Toute la logique aussi de login et d'accès en fait lors de la première entrée dans la phase de tunnel. Donc toutes ces choses doivent être travaillées et retravaillées constamment. Bien prendre les technologies les plus utilisées par vos clients de manière générale. Pourquoi pas leur proposer aussi directement via des sondages et comprendre ce dont ils ont besoin. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous fais. Faites des enquêtes de NPS, pré-achat, post-achat, pour comprendre qu'est-ce qui détermine une mauvaise expérience client. Et dernier chiffre, 97% ne vont pas acheter. On a un taux de conversion moyen, allez, on va dire entre 2 et 3%. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal pour faire encore une fois le lien avec juste avant sur l'acquisition. Beaucoup d'argent dépensé, comment faire le maximum pour que ces gens convertissent. Quelques exemples. Premier, assez classique, assez connu, la fameuse pop-in de rétention. La personne navigue sur votre site. Donc là, on prend l'exemple du slip français. La personne navigue et au moment où elle va sortir, la pop-in apparaît. Donc la pop-in est entièrement personnalisée. Le trigger, cette fois-ci, c'est la géolocalisation. Donc si la personne était, dans cet exemple, basée en Bretagne, la pop-in de rétention est donc mise, je dirais, au produit et aux couleurs de la Bretagne avec un incentive sur un cadeau. Et lorsque la personne va cliquer sur le CTA, on va être redirigé vers tous les produits directement qui sont liés à la Bretagne. Donc, encore une fois, le trigger, c'était vraiment la géologue sur une région. Derrière, on a eu 6% de clics sur cette fameuse pop-in et 11% de transactions post-clic. Donc voilà, la pop-in de rétention, j'avais pour habitude de dire qu'on l'aime pas forcément, je dirais en termes de perso, enfin on va dire de consommateur, mais je sais que sur la partie professionnelle, là, ça plaît et ça fonctionne toujours assez bien. L'idée, c'est de l'utiliser à bon escient, essentiellement dans une logique de personnalisation assez ciblée. Autre point intéressant, souvent on parle de guerre des prix dans certaines industries dans le secteur du digital.
Je pense qu'il y a une autre chose qui est assez intéressante d'être faite. Donc, un de nos clients bute à travailler sur une offre de service. Et ça, c'est vraiment aussi, je pense, un axe de différenciation qui peut être assez fort. Donc, le trigger était encore une fois la géoloc, cette fois-ci pour pousser un service différent. On est beaucoup à terminer, on va dire, à 19, 20 heures. On est rarement avant 20 heures à la maison. Donc là, l'idée, c'était de démarrer un premier test pour voir si ce service de livraison pouvait fonctionner. La personnalisation était le trigger de la géologue sur les départements 75, 92 et 94, donc Paris et sa petite couronne. Et donc derrière, les résultats ont été extrêmement probants. On n'a pas pu vous les partager aujourd'hui pour des raisons de confidentialité, mais ça a permis vraiment de fortement augmenter. Et derrière, ça a été déployé dans d'autres grandes villes de France comme Lyon, Marseille et d'autres villes que je ne cite pas. Autre intéressant, il est très dur déjà de faire venir l'ensemble de vos visiteurs jusqu'à la dernière étape du tunnel. Pas mal de gens partent de ce qu'on appelle les paniers abandonnés. L'idée, c'est que lorsqu'ils vont revenir, alors peu importe qu'ils reviennent par un email, une arrivée directe sur le site, la source n'a pas trop d'importance. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui était vraiment un lead show pour vous sur cette checkout. Chez Homer, donc un client qui est dans le camping village, c'était que lorsqu'il revenait après 2 sessions, il voulait vraiment à ce moment-là lui pousser un code promo pour l'inciter à passer commande. Donc le code promo s'appelle Homer20 et donc il affichait encore une fois seulement avec un minimum de 2 sessions sur le checkout. Donc pareil, des résultats assez probants derrière. Dernier exemple qui montre à quel point on peut être complémentaire. On a parlé beaucoup de données online, mais il y a aussi la donnée offline. Le fait qu'on agrège tout ça dans un segment CDP via commande de Ract. On est cette fois-ci donc chez Camailleux. On a repris cette logique de copine. L'idée, c'était vraiment de spécifier en fait un message pour tous les visiteurs qui n'avaient pas visité de page lingerie en fait au cours des 90 derniers jours sur le segment CDP commande de Ract qui s'appelle Monorayon chez Camailleux. Donc la copine apparaissait seulement sur ce segment qui était vraiment très spécifique. Et donc on a pu voir 31% d'ajout au panier et 17% de revenus complémentaires. Encore une fois, sur un segment audience, finalement, c'est une forme de réactivation par rapport à tous les gens qui n'ont pas visité un segment en particulier. Alors avant de démarrer sur la partie 3 fidélisation, on avait deux questions spontanées qui venaient de la partie, sur la partie chat et questions. Alors, la première, comment peut-on détecter que l'internaute va partir du site? Question de Delphine. En l'occurrence, ici, les leviers qu'on peut utiliser pour détecter que le visiteur va sortir du site, c'est le pointeur de la souris et c'est son positionnement sur la page. Donc ça, vous l'avez peut-être tous déjà vécu lorsqu'on est sur un site. Lorsque vous faites une diagonale sur votre page pour aller chercher la croix de fermeture, soit de l'onglet, soit du navigateur, eh bien, le positionnement de la souris peut être détecté et c'est au moment où vous allez faire le diagonale pour aller chercher le pointeur de la souris et fermer la page, au moment où vous allez sortir, qu'à ce moment-là, on détecte la fermeture et on peut ouvrir la pop-in. Ce qui a deux effets. D'une part, ça interagit avec le visiteur et deuxièmement, ça recentre le pointeur de la souris sur la page, donc sur la fenêtre qui vient de se créer. Alors, c'est un effet qui est très efficace, c'est un effet qui est parfois intrusif, donc il faut l'utiliser avec parcimonie, mais c'est au moment de la fermeture de la pop-in, enfin au moment de la fermeture de la fenêtre, que l'on va détecter via le pointeur de la souris. Le panier et le compte client sont souvent situés dans la zone de la souris, en effet, tout à fait. Question pour Christophe pour la partie géolocalisation. Est-ce que la géolocalisation est dispo worldwide? Christopher? J'y réponds à côté directement en direct. Oui, oui, elle est worldwide, elle se fait par pays, par région et par ville. En effet, ah oui, j'ai pas vu ta réponse. Ok. On va continuer pour la partie fidélisation. Alors, c'est un des leviers qui est souvent sous-utilisé pour la personnalisation. Pourquoi? Parce qu'on attend la partie acquisition est tellement importante et la partie transfo capte tellement d'attention de la part des équipes marketing que souvent on oublie de personnaliser la navigation pour des leviers de fidélisation. Or, en moyenne, un client fidèle va amener 10 fois plus de valeur, c'est le premier chiffre important, va amener 10 fois plus de valeur que le premier achat. Donc, il y a une notion
extrêmement importante de fidélisation, c'est-à-dire de multi-achat, de faire revenir cet acheteur et de le faire durer, de le faire durer sur l'année et via un nombre d'achats plus important et une récurrence d'achats plus importante. En moyenne, en e-commerce, 40% des revenus sont générés par 1% des utilisateurs. Alors, on pourra nommer comme on veut cette base, mais ça veut dire qu'on a un vivier de clients fidèles qu'il faut pouvoir, un, les identifier, et deux, personnaliser correctement la navigation vers ces internautes-là pour être certain de capter cette audience-là et de maximiser vos chances de conversion vers cette audience. Dans le premier cas qu'on va étudier ensemble, le premier cas ici, c'est la personnalisation sur le site de Sephora. L'exemple ici, c'est les clientes encartées Gold, donc toutes les clientes ou les clients qui possèdent la carte Gold de Sephora. Le trigger utilisé, il n'y a pas forcément de trigger ici, il est facultatif, c'est à la visite. Et lorsque le visiteur se connecte, on voit ici, vous le voyez en haut de la page, le bandeau qui va s'afficher, qui rappelle en fait toutes les conditions qu'octroie le fait de posséder cette carte Gold. Et donc systématiquement, quand le visiteur va se connecter, on va identifier qu'il est porteur de la carte et on va lui présenter ce bandeau sur ses univers de manière à rappeler soit un cumul de points, soit une remise, soit le prochain gain qu'il va avoir en lien avec sa carte. Mais bref, cette information doit être toujours visible, puisque c'est l'intérêt d'avoir une carte de fidélité, et ça rappelle qu'on est éligible à une offre. Par rapport à la base du visiteur, le fait de présenter, pour le dernier exemple de Sephora, mais, le fait de présenter la carte Gold aux visiteurs qui sont connectés, on est à plus 16% de transactions versus la moyenne du site. Donc on voit qu'on est tout de suite sur un click to action qui est directement actionnable et qui a un impact sur les conversions, et ce taux est non négligeable. Deuxième cas de figure, chez McDonald's. Alors, chez McDonald's, l'élément de contexte intéressant, c'est que McDonald's en France, c'est le deuxième marché après les USA. Ça paraît fou, mais c'est le cas. Il y a 1200 restaurants en France, c'est le deuxième marché, c'est même là qu'ils testent tout un ensemble de nouveautés avant de les lancer dans les autres pays. Le but de McDo ici, c'est d'élargir la capacité d'accueil. D'une part, en présentant les bornes de commande que vous avez tous peut-être déjà vues dans les restaurants qui permettent de soulager les lignes de caisse. Ça, c'est le premier l'élément de contexte. Mais c'est également le fait de générer les commandes en ligne. Donc, pour générer les commandes en ligne, c'est une nouvelle étape de personnalisation et de confort amenée par la marque. Le plateau moyen, d'une part, est plus élevé lorsqu'on a un système de commande en ligne. Il est à peu près 11 € sur le site. Ce que fait McDo ici, c'est inciter, via tout un ensemble de campagnes, un client à créer un compte sur le site et adhérer au programme de fidélité. Lorsque le client consulte le site, non seulement il voit une bannière personnalisée, sur les menus qui ont été achetés ou sur les commandes qui ont été passées, donc on lui rappelle l'univers des produits qu'il aime. Deuxièmement, elle a personnalisé la bannière sur le restaurant, donc sur son restaurant favori. Alors ça peut être sur son lieu de travail ou ça peut être à son domicile. Et ensuite, les campagnes sont personnalisées en fonction de ses interactions sur le site. C'est-à-dire que s'il ne vient pas pour déjeuner ou s'il ne s'identifie pas, il peut recevoir un email vers 18h ou un push notification vers 18h pour l'inciter à venir manger chez McDonald's le soir. Et en revanche, si il a mangé le midi, on ne lui pousse pas de campagne pour le soir. Donc il y a une notion de capping pour ne pas sursolliciter cette même base. Donc il y a un capping pour ne pas l'inciter deux fois à venir dans la même journée. Et après chaque commande, il reçoit un email à J+1 pour l'informer soit de son cumul de points, s'il a un intérêt à le faire, soit pour lui présenter les autres contenus tels que l'application McDo. Donc là, les leviers, c'est inciter à la commande en ligne, inciter à l'encartage via la commande et soulager les points de vente en évitant les files d'attente, puisque c'est le principal risque pour McDonald's, c'est que vous arrivez en point de vente et qu'il y a une file d'attente trop importante et que vous ressortiez. Donc là, ici, le fait de pousser vers les commandes en ligne permet de soulager les lignes de caisse et au final d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans le troisième levier,
Troisième levier, il est très différent. Là, on est sur de l'anti-churn. Alors, l'anti-churn, c'est le fait d'empêcher un client de s'en aller ou de détecter l'insatisfaction afin de l'empêcher de s'en aller. Alors ça, on est plus sur un métier qui est lié aux banques, à l'assurance, au call center, au forfait téléphonique, à des abonnements, donc à tout ce qui est des revenus récurrents. Donc on est moins sur du e-commerce pur et dur, sur de l'achat unitaire. L'intérêt ici, ça va être de capter le sentiment de mécontentement. Alors, ce sentiment de mécontentement, il peut venir de plein de sources différentes. Il peut venir du call center, parce qu'il s'est plaint et que donc le scoring du call center va remonter dans la plateforme. Il peut se plaindre par les usages sur le site. Par exemple, il a cherché la page résiliation, il a cherché la page fermer son compte, ou il a téléchargé une procédure pour fermer son compte. Ça peut être les notes laissées sur le site parce qu'il s'est plaint d'un produit ou du service proposé, ou ça peut être d'autres sources, ça peut être le CRM. Si c'est une agence bancaire et que le conseiller client note que c'est un client mécontent, eh bien, la même chose, donc ce scoring-là va remonter. Le levier qu'on a utilisé, d'abord, c'est de suspendre toutes les campagnes marketing, puisque précisément, ce n'est pas le moment de lui en envoyer. On a tous connu ça quand on n'est pas content d'un service ou d'un site. Ce n'est pas le moment de lui envoyer la campagne marketing pour lui proposer une promotion ou un nouvel achat. Par contre, non seulement on va suspendre les campagnes marketing, premier trigger. Deuxièmement, on va l'alerter sur la résolution du problème. Donc, si on a un call center ou un système qui a un score et qui permet de voir quand est-ce que le problème est résolu ou quand la situation s'est résorbée, on va déclencher une campagne précisément au bon moment, puisque c'est le moment de communiquer quelque chose. Et enfin, on pourra essayer de transformer une opportunité, ce levier. Un exemple simple, moi je l'ai vécu chez un opérateur téléphonique, puisqu'on a testé des campagnes, et puis moi je l'ai vécu en tant que client. Lorsque on n'est pas content d'un service quelconque, si on reçoit une campagne qui nous dit la situation est résolue, votre réseau est rétabli, envoyez la campagne qui dit on a su vous satisfaire sur la box, on saura aussi vous satisfaire sur le forfait mobile, passez-le chez nous, c'est le moment pile poil pour envoyer une bonne opportunité et essayer de capter le visiteur à ce moment-là. Étant par contre que la solution n'est pas résorbée, on va suspendre les campagnes. Donc l'enjeu, c'est éviter le churn, augmenter la satisfaction et augmenter soit la fidélisation en évitant le churn, soit augmenter le chiffre d'affaires en profitant d'opportunités lorsque c'est le bon moment. Pour parler rapidement des technologies utilisées, alors c'est le moment de la page produit, mais on ne va pas rester longtemps dessus, de Command Attack pour expliquer ce que l'on fait et plus exactement. Vous nous connaissez pour la partie en rose, la partie Tag Management. On a d'autres univers. Ce qui a été utilisé dans ces cas de figure pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est la partie en rose qui permet de capter tous les éléments du data layer via un Tag Management. C'est la brique bleue et la brique verte qui cumulent ce qu'on appelle une Customer Data Platform. Là, c'est la brique qu'on utilise pour aller capter la connaissance client venant du CRM, du call center, de l'historique d'achat, du scoring, du ciblage. Donc, c'est ces deux briques-là qu'on a utilisées dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. On propose aussi une CMP pour gérer les consentements, sachant que c'est un sujet hautement d'actualité aujourd'hui, mais je ne vais pas m'étendre dessus puisque ce n'est pas l'objet du webinaire. Et si vous souhaitez nous contacter pour la partie consent management et gestion des bandeaux de consentement, ce sera avec plaisir. Et le dernier levier qu'on n'a pas forcément utilisé aujourd'hui, c'est la partie Mix Commander sur l'attribution multitouch pour aller mesurer l'ensemble des touchpoints d'un visiteur. Ce qui veut dire que juste avec la partie brique rose, data layer d'un tag management et une CDP, on est capable de pousser en temps réel des informations à un outil de personnalisation pour aller personnaliser sur l'ensemble des leviers, et l'acquisition, et la transfo, et la fidélisation. Merci Marion pour le petit message. En effet, c'est simple et efficace sur la partie consentement. Ça fait très plaisir. Que tu avais testé rapidement, donc on a aujourd'hui donc deux plateformes. Celle que la plupart connaissent s'appelle donc A/B Testing, qui est vraiment dirigée aux équipes marketing pour pouvoir tester, personnaliser encore une fois les messages
sans avoir de grandes compétences techniques. La logique générale, elle est présentée avec le schéma du milieu, qui est vraiment une logique de test and learn. Comprendre les points de friction qu'il peut y avoir sur vos sites, cibler les audiences, agir avec du test et de la perso, analyser les résultats au niveau du reporting, et bien sûr, derrière, réitérer et itérer en tout cas énormément pour pouvoir continuer à améliorer l'expérience globale, aussi bien de l'ensemble déjà de vos clients, et puis après vraiment rentrer dans une logique de segmentation. Et puis, on a aussi une plateforme qui s'appelle Flagship, qui est destinée aux équipes produits. Ça va reprendre des notions de déploiement progressif ou de feature flag. L'idée, c'est vraiment de contrôler finalement le déploiement des nouvelles fonctionnalités et donc d'accélérer ou pas la roadmap. En conclusion, donc on a parlé de 3 enjeux forts, l'acquisition, la transfo et la fidélisation. Au niveau de l'acquisition, l'idée c'est de voir comment finalement grâce à la personnalisation, on parlait des UTM campaigns, d'AdWords, mais ça peut être toutes les sources d'acquisition, comment on va pouvoir se servir de ces sources pour d'ailleurs personnaliser le contenu sur les pages d'arrivée comme les landing pages. Donc ça c'est vraiment un enjeu majeur pour beaucoup de nos clients. Derrière, travailler aussi sur la qualité des conversions, avoir vraiment des messages qui soient spécifiques par rapport à la recherche. Donc là, je reprends encore une fois le cas qu'on a eu avec Mister Auto. Toute la logique de transformation et de l'optimisation de l'expérience client de manière générale. Je pense qu'on a pas mal échangé sur ce sujet. Enfin, utiliser encore une fois les préférences utilisateurs, tout ce qui va être notion de centre d'intérêt, que ce soit online ou offline, concentré via le travail que fait Commandorac au niveau de la donnée, et que derrière, vous allez pouvoir activer via BTST. Et une logique de fidélisation. Pareil, on se rend compte, et je pense que vous savez à quel point les utilisateurs, enfin, les clients fidèles sont clés en termes de génération de business pour vous. Et surtout, essayer de personnaliser de manière non intrusive. Donc là, il y a différentes typologies. On a mis en avant des choses qui sont simples à mettre en place facilement, type la copine, qui peut être perçue de façon plus ou moins intrusive. Encore une fois, si vous êtes sur des segments qui sont très spécifiques, c'est pas très intrusif, mais ça peut être aussi, encore une fois, de la personnalisation au niveau de l'élément de votre page, qu'on appelle des divs. Et après, derrière, peu importe ce que vous mettez, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo, vous êtes vraiment libre là-dessus. Merci beaucoup à tous pour votre temps. On arrive dans la dernière partie du webinaire qui est la partie questions-réponses. Donc, on a essayé de répondre un peu en temps réel sur les questions qui étaient sur la droite. Donc, j'en ai quelques-unes auxquelles enfin, je crois qu'on a répondu un peu tous les deux. Il en reste quelques-unes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter. On va essayer d'y répondre tout de suite. Donc, je vois, il y a une question de Pauline sur la copine de rétention. Ne sont pas disponibles sur la version mobile. Si elles le sont, mais elles sont moins utilisées, essentiellement pour une notion d'usabilité. En fonction du device utilisé, c'est pas toujours simple en fait de pouvoir fermer cette popine. Donc on conseille en fait dans un premier temps déjà de faire une notion de recettage, vérifier le niveau d'affichage de la popine. La popine est par défaut responsive, mais c'est extrêmement important si on vise en tout cas la logique de smartphone, voire de tablette, de bien vérifier que ça fonctionne bien en amont pour ne pas dégrader justement l'expérience. Alors, si la notion de popine vous intéresse, on a un exemple en vidéo. Alors, c'est un slide PowerPoint, mais en format vidéo, on voit vraiment le fonctionnement de la souris au moment du déplacement de la souris et du moment où la popine va se déclencher. C'est un tas de vœux, je pourrais vous l'envoyer par email. C'est un seul slide, il est un peu lourd, mais au moins ça vous permet de voir très concrètement le système de popine et de déclenchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou qui sont peut-être pas claires? Ah, je vois une nouvelle question qui vient d'arriver. Marie, savez-vous, c'est la cliente classique. Dans le cas de l'option, hop. Ok, bah, très bonne question, Marie. C'est typiquement la raison principale pourquoi il y a peu de gens qui l'utilisent. En fait, on peut le repérer tout simplement avec le doigt sur l'écran. C'est le premier niveau je dirais sur un navigateur assez classique type Chrome. Mais encore une fois, c'est vrai que cette logique de popine de rétention est beaucoup moins utilisée sur la version mobile et on va plutôt passer par d'autres formats. Il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Il faut peut-être Une des question d'Alexandre, mes côtés dans le chat. Alexandre qui demande bonjour, je travaille actuellement sur la page panier de mon site. Est-ce que vous aurez quelques conseils pour optimiser les taux de validation à cette étape? Alors oui, on a quelques bonnes pratiques dessus, en e-commerce en l'occurrence, puisque ça a l'air d'être le cas, en e-commerce. Alexandre, je pourrais vous envoyer quelques éléments par mail de use case qui ont été travaillés sur des pages paniers. Alors on a deux, trois exemples entre du bricolage, du voyage, on n'a pas forcément les mêmes leviers utilisés, mais je pourrais vous envoyer ça. Ça dépend ça dépend plus de votre métier et de l'univers que de l'étape en elle-même. Et je vais compléter la réponse simplement. Euh, Rapidement, en fait, l'idée générale en fait sur laquelle travaillent nos consultants, c'est ce qu'on appelle vraiment éliminer le bruit. En fait, il y a encore pas mal de sites où il y a beaucoup trop d'informations sur cette page panier. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Après, il y a plein de best practices qui sont très simples. Bien garder, si vous avez typiquement un panier qui est que sur la droite, bien le garder en fixe au scroll si on commence à descendre pour lire le résumé du panier. Des choses aussi très simples comme le fait de copier-coller en fait un CTA principal pour passer à l'étape d'après, le mettre aussi bien en haut que en bas, ne pas l'avoir que en bas à droite. Voilà. Enfin, après, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Pareil, de notre côté, on pourra très bien vous partager ces infos-là. N'hésitez pas à laisser votre adresse email et on vous partagera des use cases. Et donc, je vois que pendant que je vous répondais, j'ai un de mes consultants qui m'a repris en de voler, donc je vous donne la réponse. La pop-in de rétention, pour répondre à la question qui est au-dessus, sur la partie mobile, n'est pas disponible. Je donne une mauvaise réponse en disant que c'est avec le doigt. C'était vraiment que avec la souris, donc ça reste une version desktop. Voilà. Une nouvelle question. Quel est le positionnement sur la fin des cookies annoncée par Google pour 2022, déjà amorcée par Firefox et Apple? Alors, sur cette partie-là, sur la partie des cookies, il faut savoir que les cookies, c'est un des moyens utilisés pour pour identifier l'internaute, mais c'est pas le seul. Euh, c'est pas le seul. C'est pas parce qu'on est sur la fin des cookies que c'est la fin de l'écosystème publicitaire et de la capacité à recibler. Euh, alors, on a fait précisément, alors pour rentrer sur ce détail, pour la réponse à Benoît Robardet, précisément, on a fait un webinaire chez Commander Zach il y a 4 mois sur ce sujet, et on a une trentaine de slides dédiés à la méthode de tracking, aux méthodes de tracking avec cookies, sans cookies, et ce pour chacun des navigateurs. Il existe certaines solutions. Par exemple, ce qui est déjà existant pour Apple avec Safari, par exemple, déjà aujourd'hui, on a toujours la capacité à aller déposer des cookies, donc déclencher des tags et déposer des cookies, même lorsque Safari empêche le dépôt de cookies par le tag. En fait, on va simplement déposer un tag en dehors d'un système, enfin, déposer un cookie sans l'exécuter par un tag. C'est du server-side. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il existe des parades. Euh, Ça veut dire qu'on peut toujours déposer des cookies. Il y a certaines contraintes pour les méthodes de déploiement. Ça passe par du tag management, mais on est capable de le faire. Et est-ce qu'on peut avoir l'URL du webinaire sur le futur sans cookie? Oui, je pourrais vous l'envoyer. On a l'historique et on a le fichier du support. Ça sera plus pratique que de répondre à cette question-là, puisque ça, c'est l'objet d'un webinaire entier. En tout cas, est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des contraintes, on ne peut pas tout faire, mais c'est faisable. Et on a déjà des solutions, même aujourd'hui pour Firefox, pour Safari, on a des solutions. Et pour le futur sans cookie, à partir de 2022, il existe déjà des parades. Pareil que Vincent, enfin, il y a déjà des travaux qui sont en cours de notre côté, justement, parce qu'on a besoin de cette donnée, justement, pour aller plus loin vers la personnalisation. Aujourd'hui, on passe beaucoup, en fait, finalement, par le stockage de données dans le local storage. Donc, en fait, on va taper dans le local storage au niveau de l'historique du Oui. visiteur. Ça, c'est le premier point. Et on sait que même ce point-ci, peut-être d'ici un an ou deux, comme c'est mentionné, ne sera plus possible. Donc, on travaille déjà sur le sujet et on est beaucoup, beaucoup de sociétés à travailler sur le sujet pour continuer à offrir le maximum là-dessus. Oui, en fait, le local storage, c'est une des réponses, mais c'est vrai qu'elle peut être limitée dans le temps parce que les navigateurs peuvent décider du jour au lendemain de supprimer ou de limiter la capacité du local storage. Et il suffit qu'une fois, ils décident de changer ça pour que tous ceux qui soient basés sur ces technos-là soient dans la panade. Pour répondre un tout petit peu en détail sur cette partie, aujourd'hui, en fait, lorsqu'on dépose un cookie en l'exécutant par un tag, il a une durée de vie qui est limitée
par le navigateur. Si on dépose un cookie en passant par un serveur, donc par du server-side, ce cookie-là n'a pas de durée limite. Ou du moins, il a une durée limite qui est la durée légale, c'est-à-dire 13 mois. Donc quand on dépose un cookie par un server-side, il va avoir une durée de 13 mois. Quand on dépose ce même cookie par l'exécution d'un tag, donc d'un tag, il va être limité à 24 heures si on est sur Safari, par exemple. Et là, on est capable, dès aujourd'hui, de garder ce cookie-là pendant 13 mois. Ça, c'est une des réponses. Et en fait, il y a plusieurs réponses. Voilà. Sur chacun des navigateurs, il n'y a pas une règle d'or, mais on a quand même des parades aujourd'hui. Et je note 5 points, 5 notes pour Grégory sur ce qu'il est possible de voir l'URL du webinaire. Je vous l'enverrai par retour. Je ne crois pas que je l'ai sous les yeux dans la foulée, mais oui, je note de vous envoyer à tous les participants en retour de mail si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter directement sur nous et je vous le transférerai l'URL pour télécharger le support du webinaire sur le futur sans cookie. Et en l'occurrence, c'était plus qu'un webinaire, c'était un afterwork qu'on avait fait chez nous. Voilà, donc on avait invité une quarantaine de clients chez nous et on avait fait ce support-là en interne. Il avait rencontré un franc succès. On a dû faire trois fois la session tellement le sujet était d'actualité. Donc voilà, on maîtrise un peu le sujet, mais je vous enverrai le lien de téléchargement. Est-ce qu'on arrive à la fin des questions? Je regarde. Ok. On a noté, ok. Merci pour vos emails. Ok. Normalement, on a les emails des participants, donc on va pouvoir vous envoyer ça. J'ai noté pour Grégory, Candice, Isabelle, voilà, j'en ai aidé plusieurs. Alexandre aussi, je vous envoie ça et puis je vous enverrai le fichier. Si ce n'est pas forcément clair pour vous, puisqu'il y a toute une partie qui était présentée en live, vous me contacterez et je vous l'enverrai parce que je sais que c'est un sujet hautement sensible. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. On devait durer à peu près 45 minutes. On a 43 minutes. Je pense qu'on a géré Thomas de mettre le timing, alors que c'est pas forcément facile puisque c'est un peu un sans filet pour nous en mode, en mode confiné. Et je note pour Christophe également d'envoyer la vidéo de Popin, le slide de Popin avec un exemple. Vous verrez le fonctionnement et à quel moment elle se déclenche. Eh bien, on va tous vous remercier. Un très très grand merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris du temps. On espère que ça a été enrichissant, que vous ayez appris des choses. Bien sûr, on fera un suivi sur le partage au niveau des demandes. Donc, un très très grand merci à vous tous. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous avez nos contacts. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Excellente journée. Merci à tous. Merci à tous les participants. Bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, s'il y a un sujet qui vous revient en tête. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Vincent Morin ou Christophe Arbrock. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou des sujets à voir plus en détail ou des retours d'expérience chiffrés sur les exemples qu'on a pu montrer sur d'autres métiers. Au revoir.